Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver au Maroc, ne serait-ce que quelques heures, comme c'est le cas cette fois-ci. Et c'est stimulant, c'est émouvant, c'est beaucoup de choses à la fois en fait. Mais c'est stimulant d'avoir à parler devant vous de ce... Le sujet a disparu, mais enfin vous l'avez noté. Et je vais vous faire part de mes réflexions avec l'expérience qui est la mienne et la liberté qui est la mienne, puisque je n'ai pas de fonction, je n'engage que moi, mais en même temps, j'en ai eu beaucoup, très longtemps, et je suis familier de ces questions. Et d'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur le Premier ministre, d'être présent parmi nous et les personnalités qui sont là, et remercier le GE et l'Institut français de cette idée, de cette conférence, l'ambassadeur pour son accueil. Je vous remercie tous de ce rendez-vous. Et je vais vous faire part de mes réflexions sur les relations internationales, mais vous comprendrez qu'après ce qu'a dit Ali, ou Abid, j'ai commencé par vous dire que je suis en effet tellement lié par l'héritage intellectuel de mon père et par mon action à moi à cette relation franco-marocaine que je n'imagine pas qu'on ne puisse pas trouver une solution intelligente, élégante, durable aux tensions que nous avons connues après des incidents regrettables des derniers mois. C'est tout à fait impensable compte tenu de l'importance extraordinaire de cette relation et qui n'est pas un exemple, chacun sa propre histoire, mais qui est quand même tout à fait remarquable quand on regarde les relations bilatérales entre des pays comme la position de la France, des pays comme le Maroc. Donc c'est un bien extrêmement précieux et nous aurons à nous reprojeter dans l'avenir et dans un avenir commun. Mais je n'ai pas été invité pour parler de ça, en dépit des invitations subtiles d'Ali. Donc nous avons ça en tête. Mais je vais quand même traiter sérieusement le sujet, qui est l'état des relations internationales aujourd'hui. Évidemment, à un moment donné, dans un petit moment, je me dirais, mais au fond, par rapport à ça, que peut faire la France? Que peut faire le Maroc? En quoi est-ce que ça converge ou pas? Donc je vais commencer par le premier point. Non pas dans ce qui était marqué là, mais le carton d'invitation, il était noté « Le monde après l'hyperpuissance ». Donc je rappellerai très rapidement qu'après la fin de l'Union soviétique, non pas la chute du mur, parce que la chute du mur, c'est pas si important que ça, c'est une date émotionnelle, mais la vraie date, c'était savoir quand l'Allemagne serait réunifiée, et la date encore plus importante, c'est quand l'Union soviétique allait disparaître. Donc la vraie date importante en relations internationales, historique, c'est la fin de l'URSS, fin 91. À partir de début 92, on est dans ce monde dont vous avez parlé, qui est difficile à définir, qui n'est plus la guerre froide, qui n'est plus le monde bipolaire, qui est quoi? C'est notre monde. Mais il n'y a plus de concept qui soit reconnu par tout le monde. Le président Bush, le père, qu'il ne faut jamais confondre avec le fils, avait dit à l'époque « Nous allons connaître un nouvel ordre international sous la conduite éclairée des États-Unis ». Et il ajoutait d'ailleurs que les États-Unis le faisaient parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse et que personne d'autre n'était disponible et qu'il le faisait un peu contraint et forcé. C'était la théorie du reluctant sheriff. Bon, c'est à ce moment-là que Fukuyama, le grand analyste américain, a dit « de toute façon, c'est la fin de l'histoire » parce qu'on est tous d'accord maintenant. On est d'accord sur ce qu'on va appeler quelques années plus tard la démocratie de marché. Ça va s'imposer partout. Donc il n'y a plus d'antagonisme, fondamentalement. Et s'il y a des États récalcitrants, on va les remettre dans le bon chemin. C'est à cette époque-là qu'Huntington répond en disant « Mon pauvre ami, vous vous trompez, c'est pas du tout la fin de l'histoire. Au contraire, elle va recommencer peut-être sous une forme difficile, voire violente, et nous risquons même des clashs de civilisation. » Alors, l'ensemble des esprits bien pensants, des esprits universalistes disent « Mais c'est abominable, cette théorie du clash des civilisations. » D'ailleurs, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que les civilisations? Puis il y a autant de conflits dans les civilisations qu'entre elles. Et puis, quelques années après, dans un contexte différent, à partir du 11 septembre et des tas d'autres événements, beaucoup de gens, en tout cas en Occident, se disent « Mais malheureusement, il y a peut-être un peu de vrai dans cette affaire-là. » Donc, vous voyez déjà un peu de confusion sur l'analyse. Donc, où est-on? Les Européens qui, depuis l'après-guerre, espèrent vivre dans un monde post-tragique, en quelque sorte, post-traumatique, dans lequel les rapports de force seraient dépassés. Et vous allez vérifier, à travers ce que je vais dire, si le deuxième point d'Ali tout à l'heure s'applique à ma pensée ou pas. Enfin, nous allons voir. Donc les Européens qui espèrent en effet très vivement
vivent dans un monde pacifié, croient énormément, ils ne sont pas les seuls, dans l'idée d'une communauté internationale. Alors c'est un terme chaleureux, communauté. Pas simplement le monde tel qu'il est, communauté. Non. Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'elle n'existe pas. Pas encore. Hein. Que c'est un noble objectif, que nous devons les uns et les autres le construire par des cheminements à trouver, mais que ça n'existe pas encore. Mais je suis bien obligé de constater que beaucoup d'Européens croient ça, en fait. Donc communauté internationale, prévention des conflits, ONU, etc. Bon. Il y a eu d'autres théories qui se sont développées après. Dans cette période, au lieu de dire simplement leadership éclairé des États-Unis, on a vu se développer une manifestation extraordinaire de la puissance américaine sur tous les plans, puissance militaire, monétaire, économique, technologique, culturelle, mode de vie, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai employé l'expression hyperpuissance, qui a eu un succès qui m'a étonné, c'était pas fait pour ça, c'était dans une interview comme ça. Hyperpuissance pour dire, c'est plus qu'une superpuissance de l'époque de la guerre froide. C'est la plus grande puissance de tous les temps. On n'a jamais vu l'équivalent de ça, à aucun moment, avec une influence mondiale. À l'époque de l'Empire romain est indifférent de ce qui se passe dans l'Empire de Chine, réciproquement. C'est pas parce qu'il y a une petite route de la soie que ça influe sur les choses globales, vous voyez. Donc j'avais dit ça dans la décennie 90. Donc c'est une autre analyse qui s'ajoute. Aux États-Unis, à ce moment-là, on commence à dire ils ne sont pas contents face au terme hyperpuissance, parce qu'en anglais, hyper, c'est forcément lié à une pathologie. Mais en français, non, c'est neutre. Super, hyper, c'est plus gros. Bon. C'est comme dans les hypermarchés, vous voyez. Et on commence à dire aux États-Unis, non, c'est un monde unipolaire. C'est un peu la même chose que ce que j'avais dit. Et puis au bout de quelques années, il y a toutes sortes d'événements qui contredisent un peu cette définition trop simple. Et il commence à y avoir un doute même aux États-Unis là-dessus. Et c'est à ce moment-là que certains Européens, notamment les Français, et notamment Jacques Chirac, dont j'étais le ministre, disent c'est un monde multipolaire. C'est un terme qui fait plaisir aux Français parce qu'ils pensent que l'Europe est un pôle dans lequel ils ont une influence déterminante, mais même ce terme-là n'est pas absolument convaincant parce que la liste des pôles est incertaine. La Chine, les États-Unis, bien sûr, mais est-ce que le Brésil et l'Inde ont une ambition mondiale? Ce n'est pas évident. Est-ce que les Européens veulent faire un pôle de puissance? Ce n'est pas évident. Il n'y a que les Français qui parlent d'Europe puissance. Ce qui n'a aucun rapport avec les visions d'origine de Monet Schuman, qui étaient des atlantistes convaincus, qui n'imaginaient pas une seconde que l'Europe puisse être une puissance en soi un jour. Donc déjà, même là-dessus, il y a débat. Les Américains, alors en plus quand Jacques Chirac disait ça, c'était à l'époque de W. Bush, les Américains étaient furieux, et Condoleezza Rice, secrétaire d'État, enfin conseillère puis secrétaire d'État, détestait ce terme parce que, à ses yeux, ça nivelait les États-Unis au niveau des autres, ce qu'ils n'acceptent pas. Bien qu'on trouve ce terme dans Henry Kissinger, dans Diplomatie et d'autres ouvrages, mais sous une définition différente. Il considère qu'il y a les États-Unis et en dessous, un monde multipolaire. Donc c'est pas la même chose. Donc, il y a même des termes qu'on emploie tout le temps, en fait, se prêtent à des définitions tout à fait variables. Alors après, il y a eu l'idée que les États-Unis et la Chine allaient constituer les deux nouvelles superpuissances et constituer un G2, expression. Ça ne marche pas non plus, parce que c'est plutôt des Chinois qui avaient lancé ça, en disant si on est au même niveau que les États-Unis, c'est formidable, on a quand même retrouvé notre place historique. Mais jamais les Américains n'ont accepté de reconnaître à la Chine le fait qu'il soit une puissance équivalente, et ils veulent garder une marge de manœuvre pour avoir les relations avec les autres. Donc G2, ça n'a pas convaincu non plus. Après, il y a l'affaire des émergents. Pendant très longtemps, le fameux tiers-monde, le Sud, ces expressions n'ont plus de pertinence aujourd'hui, recoupait en grande partie les pays en voie de développement, comme on disait en Europe. En fait, ils ne se développent pas du tout. Mais bon, c'était une façon de parler d'eux. Et on parlait des pays en voie de développement, notamment en Europe, avec beaucoup de commisération, avec l'idée qu'il fallait les aider, les pauvres, à se développer, d'où l'idée de l'aide au développement qui était très importante. Mais dans la partie, disons, chaleureuse et charitable de l'opinion européenne, l'aide était beaucoup plus importante que le développement. L'idée de l'aide était donnée pour apaiser une sorte de remords historique. Est-ce que l'aide servait à se développer ou pas du tout? Personne ne se posait la question. Il suffit de se rappeler d'ailleurs qu'au moment des indépendances africaines, vers 1960, les pays du golfe de Guinée étaient au même niveau de développement que la Corée à l'époque.
Mais évidemment, les Européens ne s'intéressaient pas aux suites pratiques de l'aide au développement. Vous voyez, il y a quand même une sorte d'embrouillamini de concepts dans toute cette période qui s'est traduit par des sigles successifs, des présentations variées, mais aucune d'entre elles ne l'emporte complètement. C'est dans ce contexte qu'à propos des émergents dont je parlais, qui sont nombreux, il n'y a pas que la Chine, on a une cinquantaine de pays émergents. Puis il n'y a pas de définition scientifique, donc on peut allonger la liste. C'est dans ce contexte que certains commencent à dire, mais au fond, c'est la Chine qui va dominer tout ça, petit à petit. Même ça, c'est discuté. Les spécialistes de l'histoire de la Chine, les linguistes, ceux qui connaissent vraiment la Chine, disent, mais non, vous inquiétez pas, la Chine n'a pas du tout envie de dominer le monde, encore moins de convertir le monde, contrairement aux chrétiens ou aux musulmans qui sont, à certains moments de leur histoire, pris d'une sorte de rage prosélyte. Les Chinois, pas du tout. Ça ne les intéresse pas. Ils nous ont pas fait le coup des valeurs chinoises universelles et ils se fichent complètement de ce que pensent ou croient les habitants des pays, même s'ils ont besoin du cuivre ou de la terre cultivable ou de la bauxite ou que sais-je. Donc c'est autre chose. En revanche, les spécialistes d'énergie ou de géopolitique disent, c'est peut-être vrai dans la mentalité chinoise ancienne, bien sûr, l'empire du milieu avec une sorte de mépris pour tout ce qui est extérieur, mais quand on est un pays aussi gros, avec 1,3 milliard de gens qui travaillent jour et nuit, ça finit par créer un PIB qui va dépasser celui des États-Unis. Et ils ont tellement besoin de sécuriser les différents accès aux matières premières et autres, et les voies de navigation, qu'ils vont finir par se comporter par une puissance hégémonique, même si ce n'est pas leur projet initial. Donc il y a un débat entre spécialistes de la Chine. Bon, mais qui n'est pas conclu, tout ça est ouvert. C'est pour vous dire à quel point c'est plus confus que dans l'époque de la guerre froide, qu'il ne faut pas regretter, bien sûr, mais qui était plus simple à décrypter. Alors après, il y a encore ceux qui disent, d'accord, il y a la Chine, mais il y a les autres émergents, d'où l'idée des BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine. Le S étant South Africa, qui a été ajouté après par courtoisie. Bon, mais BRICS, même ça ne fonctionne pas très bien. Parce que, est-ce qu'on est tout à fait sûr que la Russie a sa place là-dedans? Est-ce que c'est un pays émergent? Ce n'est pas un pays émergent, c'est un pays infiniment plus faible que l'URSS, qui par ailleurs a été traité de façon, à mon avis, inintelligente depuis la fin de l'Union soviétique, mais ça c'est une parenthèse. Et est-ce qu'on peut comparer la Russie, qui est plutôt une puissance surnageante, en fait, une puissance émergente, avec la Chine? C'est pas du tout pareil. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan Chine et Inde? On pense vraiment qu'ils vont s'associer, l'Inde et la Chine? Alors qu'il y a une méfiance extraordinaire, une crainte de l'Inde par rapport à la Chine. Même la Russie peut faire des accords avec la Chine, surtout que dans les derniers mois, à cause de l'engrenage des dynamiques de sanctions et des erreurs de part et d'autre. Donc ils font des projets genre TGV Moscou-Pékin, pourquoi pas. Mais est-ce que ça peut se traduire en une sorte d'alliance stratégique durable? J'en doute beaucoup. Je me rappelle d'une chose que m'a raconté Jacques Chirac, qui était un dîner qu'il avait eu avec Deng Xiaoping quand il était Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, donc c'est vieux. Et Deng Xiaoping faisait une visite officielle en France où il voulait revenir parce qu'il avait été étudiant ouvrier en France, Deng Xiaoping, à Montargis, c'est-à-dire une statue de Deng devant la gare de Montargis. Et donc ils discutent et Jacques Chirac lui dit quand même gérer la Chine c'est très compliqué avec tous ces gens très nombreux et qu'il faut nourrir, habiller, faire travailler, tout ça. Bon, c'est très compliqué. À votre place, je ne sais pas ce que je ferais, lui dit Chirac. Et Deng lui dit n'oubliez pas que la Sibérie est vide. Bon, c'est une. Je le sais, il y a un peu de prescription, je peux le raconter, mais je sais ce que Jacques Chirac me l'a raconté, et puis Deng n'est plus là. Ça serait évidemment démenti par des officiels chinois, naturellement. Mais, bon, c'est pour dire que les Russes, s'ils coopèrent un peu avec la Chine, ils font attention en même temps. Donc, pour résumer, je ne crois pas du tout que BRICS puisse former une entité géopolitique capable de dominer le monde. Ils peuvent se mettre d'accord pour contester l'ordre mondial qui a été défini par les vainqueurs de la guerre de 1945 dans toute une série de grandes conférences à la fin de la guerre. Ils peuvent le contester. On peut contester l'organisation du FMI, les codes-parts, les statuts, le rôle de ceci ou cela, naturellement. Mais je ne crois pas que ça puisse faire une entité dominatrice par rapport à ça. Bon, donc on arrive à... C'est compliqué parce qu'on arrive à un monde pour lequel, quel nôtre, hein, pour lequel on n'a pas de définition absolument convaincante, ni consensuelle. Il y a près de 200 pays. Sur les 200 pays, il y a les États-Unis
qui n'est plus l'hyperpuissance, mais qui est quand même la puissance numéro 1, à mon avis, pour longtemps, même quand la Chine les aura dépassés en termes de PIB, parce que la Chine impressionne énormément, mais ne séduit pas beaucoup quand même, à part quelques dirigeants qui trouveraient commode de pouvoir diriger les choses à la façon chinoise, sans aller trop loin vers la démocratie, mais encore faut-il être capable de produire les mêmes résultats que la Chine en matière économique, donc ça concerne peu de gens en fait. Donc il y a une incertitude tout à fait sur ce point, sur le rôle de la Chine et le reste. Donc un monde dans lequel les Européens et les Américains, donc les Occidentaux, ne retrouveront pas, à mon avis, le monopole de l'influence dans l'histoire du monde, le monopole de la puissance qu'ils ont exercée, en tout cas dans les années coloniales, les siècles coloniaux, c'est 3-4 siècles. Ils ne retrouveront pas ça, il n'y aura pas l'équivalent. Au congrès de Vienne, à la fin des guerres napoléoniennes, il y a 5 ou 6 puissances qui comptent. Si on se projette plus loin, à la fin de la guerre, Yalta, où il n'y a d'ailleurs eu aucun partage, contrairement à ce qu'on raconte, Yalta, il y a, qu'est-ce qui compte? Il y a Staline, Roosevelt, qui est déjà très malade, Churchill. Les autres ne comptent pas par rapport à ça. Quelques années plus tard, quand Valéry Giscard d'Estaing a la bonne idée de créer une instance pour coordonner les politiques économiques face aux crises économiques, il a cette idée qu'Helmut Schmidt, il crée un G5. Comme après, il faut ajouter l'Italie et le Canada, ça devient un G7. Mais c'est des toutes petites entités, vous voyez, par rapport à ça. Mais on est dans un monde qui est évidemment beaucoup plus large, et la dernière initiative, prise au moment de la crise 2008, a conduit au G20, où ils sont plutôt d'ailleurs 25 que 20. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le monde actuel est gouverné par le G20. Le G20, c'est le nom de la salle, c'est tout. Ce n'est pas un pouvoir, il n'y a pas de pouvoir du G20. Si par hasard, tous les membres du G20 sont d'accord entre eux et décident tous d'appliquer chez eux ce qu'ils ont décidé ensemble, oui, il y a des répercussions, mais ce n'est pas comme une institution. Ce n'est pas comme le Conseil de sécurité qui, quand il est à l'unanimité sans veto des 5 membres permanents, peut décider de l'emploi légitime de la force au titre du chapitre 7, ce qui a été fait au moment du Koweït, ce qui a été fait au Koweït-Irak, ce qui a été fait au moment de la Libye, ce qui est fait pour le Mali. Bon, mais dans d'autres cas, ça n'est pas fait. Donc, ce n'est pas comparable. Donc, malheureusement, on est également un peu obligé de renoncer à l'idée, et là, ce n'est pas du pragmatisme, c'est même de la simple lucidité, avant même de savoir comment on agit. On est obligé de renoncer à l'idée qu'il y ait une sorte de gouvernement quelque part, alors que les gens disent souvent « mais que fait la communauté internationale ?» Alors ça, c'est soit les Européens qui sont ventriloques et qui pensent que quand ils s'expriment, c'est la communauté internationale. Bon. Mais on ne peut pas dire, par exemple, la communauté internationale est indignée par ce que fait Poutine. Ça ne colle pas, parce que si Poutine n'est pas dedans, c'est que ce n'est pas la communauté internationale, c'est la communauté des Européens, vous voyez, ou alors des Occidentaux. Donc vous voyez le brouillard quand même dans toutes ces descriptions. Donc je ne crois pas, je reprends, je ne crois pas que les États-Unis redeviennent l'hyperpuissance, même s'ils restent numéro 1 pour très 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 longtemps. Je ne crois pas à une domination symétrique de la Chine, je ne crois pas à l'alliance Chine-États-Unis, je ne crois pas que les BRICS forment une entité homogène durable, je ne crois pas que l'ensemble des émergents puissent se mettre d'accord entre eux par rapport à tout ça. Il n'y a pas encore la communauté internationale. Les instances internationales, ce sont des lieux de rencontre très utiles. Hein. Je suis tout à fait pour le G20, etc. Je suis tout à fait pour le maintien de l'ONU, bien sûr. Mais il ne faut pas confondre ça avec des pouvoirs. Donc on est dans une situation qui a amené un analyste américain, il y a quelques années, Charles Haas, qui était responsable d'une sorte de centre de prévision pour le département d'État, à dire c'est un monde apolaire. Finalement, il n'y a pas de pôle. On les cherche, il n'y en a pas. Expression que reprend parfois Laurent Fabius en parlant d'un monde zéro polaire. Mais même ça, ce n'est pas complètement vrai. On ne peut pas dire que les États-Unis ne sont pas un pôle. Ce n'est pas un pôle omnipotent. Ils ne peuvent pas imposer leurs lois partout à tout le monde, naturellement. Mais enfin, il y a quand même la Chine, il y a quand même les États-Unis, il y aurait l'Europe si les Européens le voulaient. S'ils surmontaient leurs contradictions entre faire une grande Suisse de 500 millions d'habitants ou faire une Europe puissance. Donc on est obligé un peu de naviguer à vue. Ça a amené un très grand analyste français, Pierre Hassner, que certains doivent connaître ici forcément, à dire on est devant un chaos stratégique. Chaos stratégique. Et je ne suis pas loin de penser ça. Sauf qu'il faut dédramatiser le mot chaos, ce n'est pas la guerre générale, hein, le chaos. Ça veut dire simplement que c'est instable. C'est instable. On ne sait pas très bien comment ça va tourner. Les alliances ne sont pas fixes par rapport à ça.
En plus, on emploie énormément de mots valises dans ces discussions, ce sont des mots courants, qui ont plein de sens différents. Le mot valise, c'est l'équivalent linguistique de l'auberge espagnole. Bon, vous voyez. Et donc, la communauté internationale, je l'ai cité, l'ONU, mot valise, la Méditerranée, mot valise, typique, l'Europe. Hein, quand on parle de l'Europe, on parle de quoi, en fait? Est-ce qu'on parle des 28 gouvernements, des 28 opinions publiques, c'est déjà autre chose, ou l'éventuelle Europe un jour de 30 à 35 participants? Bon. Ou est-ce qu'on parle des institutions? Le Conseil européen, chef d'État et de gouvernement, la Commission, mais ils ne sont souvent pas sur la même ligne. Le Parlement européen, qui hésite entre s'allier avec la Commission contre les gouvernements ou faire l'inverse. La Cour de justice qui se rappelle au bon souvenir des autres de temps en temps. La zone euro, qui est une sorte de noyau dur, mais déjà assez large. Donc on emploie sans arrêt dans les discussions des mots comme ça qui ne sont pas tout à fait assez précis. Bon. Donc, je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire, qui est que c'est pas évident d'analyser l'état du monde dans lequel on est, et les péripéties variées qui sont arrivées depuis 20 ans, il y a eu toutes sortes d'événements dans le monde, ça ne change rien ce tableau en fait. Parce que tous les drames en Afrique, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, l'histoire russe et ce qui se passe en Asie du Sud-Est, c'est simplement l'histoire qui continue. L'histoire qui continue avec un grouillement d'intervenants, d'autant qu'il faut ajouter à ce stade du raisonnement un autre élément. Là, je parle en termes classiques des pays et des États. Relations internationales entre États. Mais en réalité, les États restent évidemment déterminants, mais ils n'ont plus le monopole non plus des relations internationales. Vous avez énormément d'entreprises géantes, les fameuses multinationales, qui ont une influence considérable, d'autant que quand même les 2/3 ou les 3/4 des membres des Nations Unies sont des pays assez faibles, manquant de moyens. Je rappelle tout à l'heure, il y a les États-Unis, on va dire une douzaine de ce que j'appelle moi de puissances d'influence mondiale, qui n'ont pas tous les éléments de la puissance, mais certains d'entre eux. Après, 20 à 30 puissances qui ont une puissance sur leur environnement, leur voisinage immédiat, un certain nombre de pays structurés, sans être des puissances, puis après vous avez énormément de pays complètement impuissants, complètement dépendants, puis tout à fait en queue de liste, vous avez des pays faillis, déstructurés, genre Somalie, vous voyez. Donc dans ce contexte-là, c'est une preuve de plus que nos schémas ne fonctionnent pas très bien. Alors, comment intégrer en plus dans ce tableau les autres acteurs? Les grandes entreprises dont je parlais, la plupart des grandes multinationales ont un chiffre d'affaires beaucoup plus considérable que le PIB des 3/4 des États membres des Nations Unies. Donc, quand on parle de régulation internationale, on peut se demander qui régule qui, en fait. Où est l'influence dominante? C'est souvent des combinaisons, en réalité. Mais il n'y a pas que ça comme acteur. Vous avez évidemment l'économie illégale, toutes les mafias, tous les trafics. Par déduction, parce que par définition, ça n'est pas déclaré, un certain nombre de spécialistes de l'économie mondiale pensent que ça peut représenter 5, 6, 7, 8% du PIB mondial. C'est gigantesque. Gigantesque. Après, vous avez d'autres entités qui ont du pouvoir. Par exemple, de l'influence, en tout cas. Alors, il y a toutes les distinctions entre le hard power et le soft, mais par exemple, le pape a du pouvoir d'influence. Le Dalai Lama a du pouvoir d'influence. Dans l'islam, vous le savez mieux que moi, c'est plus compliqué, parce qu'il n'y a pas l'équivalent d'un pape. Enfin, il peut y avoir des autorités, il peut y avoir une université, il peut y avoir des oulémas, etc. Bon. Il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas, mais des entités qui ont une influence sur le sort du monde. Les jurys Nobel, par exemple. Ce sont des braves Norvégiens ou Suédois, mais bon, ils se réunissent entre eux et ils prennent des décisions qui peuvent avoir des répercussions considérables, surtout quand ça concerne le prix Nobel de la paix. Vous voyez. Bon, le comité olympique, par ses décisions, il pèse sur tout ça. Puis vous avez des entités privées énormes, comme la fondation Bill Gates, par exemple, qui a beaucoup plus de moyens pour aider au développement ou pratiquer des soins de santé publique que les agences spécialisées des Nations Unies. Donc c'est le même monde. On ne peut plus raisonner uniquement en termes de relations internationales classiques, que vont faire les Européens entre eux ou avec la Chine, etc. Il faut intégrer tout ça, c'est compliqué. Puis encore, le dernier élément je ne complique pas à plaisir, c'est le monde, hein, tel qu'il est, je crois. L'autre élément, c'est qu'il y a, en tout cas dans les pays occidentaux, dans les pays d'autres cultures, c'est plus complexe. Dans les pays occidentaux, il
y a un mouvement extraordinairement individualiste qui s'est développé et qui, dans les 10, 20, 30, 40 dernières années, s'est traduit par une remise en cause de plus en plus systématique de toutes les formes d'autorité. Ça se traduit concrètement par le fait que dans les pays où la démocratie est installée depuis longtemps, sous la forme de la démocratie représentative, parce qu'en dehors des cantons suisses où on peut se réunir sur la place du village pour décider ce qu'on va faire, il faut bien envoyer quelqu'un. Donc on se réunit, on choisit un représentant qui va aller, qui va monter à Paris ou ailleurs pour nous représenter dans une assemblée où ils vont prendre des décisions qui ont en principe une influence sur quelque chose. Bon. Ça, c'est la démocratie représentative telle qu'elle a été fabriquée après la Révolution française. Mais vous voyez bien que dans la vie quotidienne politique des pays, en tout cas d'Europe, cette démocratie est considérée comme de moins en moins représentative, y compris par les gens qui ont élu ces représentants. Donc ils les élisent le dimanche et ils commencent à s'en méfier le lundi matin. Et c'est contesté au nom de... Alors parfois, il y a de bonnes raisons de le contester, naturellement. Mais je parle de quelque chose qui est plus systémique que des scandales isolés. C'est contesté au nom d'une demande de démocratie participative, bon, qui est tout à fait compréhensible. Et dans tous les pays qui se développent, dont le niveau de formation et d'information ne cesse de monter, les gens n'ont plus envie qu'on prenne des décisions comme ça de façon militaire. Ils veulent participer. Normalement, ils ont participé par le vote, sauf quand ils s'abstiennent. Et souvent, c'est ceux qui s'abstiennent qui protestent contre la démocratie représentative. Il ferait mieux de voter tout en voulant participer en plus. Bon, enfin, les gens ont le droit d'être paradoxaux, naturellement. Donc il y a une espèce de pulsion de revendication de démocratie participative qui peut aller, dans certains cas, on le voit à travers toute une série d'événements en Europe, jusqu'à une volonté de démocratie directe. Direct, c'est même pas simplement « je veux participer », j'ai voté il y a 1 an et demi, mais j'ai un avis sur tel sujet, donc je vais être dans des commissions, dans des comités, je veux qu'on m'interroge, etc. Sinon, je ne suis pas content. Démocratie directe, c'est je refuse tout ça. Et je veux donner mon avis quasiment au jour le jour. Et on commence à voir des courants de pensée tout à fait minoritaires aujourd'hui, mais qui technologiquement ne sont pas invraisemblables, consistant à dire que l'instrument numéro 1 de la citoyenneté, c'est ça, et que donc tous les matins, je veux dire oui, non, oui, non. Il y a un drame atroce hier, je rétablis la peine de mort. Je parle pour les Français. Puis demain, non, j'ai réfléchi quand même, je ne peux pas faire ça, c'est trop moche. Non, on ne rétablit pas. Bon, etc., etc. Puis ça peut porter sur des choses beaucoup plus innocentes, comme ce qui se passe en Allemagne à propos de la gare de Francfort, que les Allemands n'arrivent pas à terminer, parce qu'il y a des contestations absolument sans fin. Parce que le propre de cette contestation de la démocratie, là où il est installé, parce que là où il n'est pas installé, évidemment, elle est très séduisante. Que la République était belle sous l'Empire. Bon, on retrouve ça tout le temps. Et donc vous avez le risque du phénomène où il y a un projet d'équipement public qui est contesté, il y a des manifs, puis ça se calme, puis ça continue, il y a des consultations, il y a des enquêtes publiques, les gens donnent leur avis, il y a des recours judiciaires, et au bout du compte, à un moment donné, ça s'arrête. Il faut bien décider quelque chose. Donc il y a des autorités qui disent, bah oui, on fait quand même. On fait quand même tel aéroport, ou la gare de Francfort, ou un tunnel, ou je ne sais quoi. Ça. Les gens disent non, c'est pas démocratique, on ne m'a pas redemandé mon avis personnel. Vous voyez bien que ça, vous avez ça dans toute l'atmosphère européenne aujourd'hui. Donc, comment c'est lié à mon sujet? C'est lié à mon sujet parce que les gouvernements qui vont se réunir dans des grandes conférences ou des sommets pour essayer d'organiser un peu mieux le monde, prendre des décisions intelligentes, beaucoup d'entre eux ne savent pas si, de retour chez eux, ils vont pouvoir faire admettre ce qu'ils ont décidé. Ils vont pouvoir faire ratifier telle loi, si le Parlement va les suivre ou pas. Moi, j'ai découvert ça, c'est un phénomène ancien, bon, j'ai découvert ça en pratique, très directement, quand j'étais en fonction, et en discutant avec des réunions de ministres européens, où certains ministres européens de démocratie, en principe, plus avancés que les autres, Scandinavie, au dernier moment, disait « mais moi, je ne peux pas signer ce communiqué parce qu'il faut que je consulte les ONG ». Alors, je ne comprends pas, tu as consulté les ONG, mais tu es ministre. Tu es ministre d'un gouvernement démocratique, vous n'êtes pas issu d'un putsch, apparemment. Bon. Oui, mais chez moi, tu comprends, le Parlement considère que le gouvernement, quand même, ça ne suffit pas, il faut avoir associé les gens. Je dis « mais associer les gens, très bien, mais on ne peut pas substituer la légitimité démocratique représentative
qui est irremplaçable, par une sorte de participation épisodique, aléatoire, on ne sait pas. Mais je l'ai vécu en direct. Et naturellement, dans les pays d'Europe, c'était les partis verts ou écologiques qui poussaient cette logique le plus loin possible, jusqu'à finir par penser qu'à la limite, n'importe quelle manifestation de la société civile, qui n'a pas de définition d'ailleurs scientifique, était supérieure à l'engagement d'un gouvernement représentatif démocratique. Et d'ailleurs, le débat sur le pseudo-déficit démocratique de l'Europe montre bien cette confusion. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément d'éléments à ajouter à ce que j'ai dit au début sur le changement, la perturbation généralisée des relations internationales, et qu'il faut avoir en tête la liste non seulement des intervenants, mais de la fragilisation des intervenants classiques. Il n'empêche qu'à la fin, moi je ne partage pas du tout la théorie de la disparition des États, ni sous sa forme ancienne qui était marxiste, ni sous la forme moderne qui est ultralibérale, ou la forme écolo-gauchiste qui se rejoignent. Cohn-Bendit était, que j'aime bien d'ailleurs, j'ai débattu avec lui il y a 15 jours, mais était une bonne représentation de la synthèse de tous ces courants à un moment donné. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que les États vont disparaître. Dans l'affaire, l'engagement pris en Chine il y a quelques jours par le président Obama et le président chinois sur le climat, il est évident qu'il n'y a que des présidents, même si c'est très compliqué à mettre en œuvre, qui peuvent dire oui, c'est décidé maintenant, on s'engage pour de vrai dans un processus concernant à réduire l'émission de CO2. C'est très compliqué, c'est peut-être pas vérifiable, technologiquement ça attend des sauts scientifiques qui tardent à venir, mais personne d'autre peut le faire à leur place à un moment donné. Mais on est dans une très grande confusion. Dans le tableau général, évidemment, n'oublions pas, mais je ne vais pas développer chaque point, sinon on n'aura pas le temps d'avoir un échange. Tout ça, c'est dans le cadre d'un monde où il y a la question démographique, et l'augmentation de la population semblait à peu près contenue, mais périodiquement, tous les 2 ou 3 ans, elle est réactualisée, et avec 2 ou 3 milliards de plus par rapport à ce qui était envisagé, évidemment, avec tout ce que ça peut entraîner en termes d'agriculture, comment nourrir les populations, les déplacements, mode de vie, d'où on rejoint la question écologique. Et quand je parle d'écologie, question que je prends très au sérieux, je ne parle pas que du climat, mais je parle de l'ensemble des autres sujets. Il faut introduire la question de l'insécurité ou du sentiment d'insécurité, et notamment la question terroriste doit être regardée à travers ça. Quelle est la capacité réelle des terroristes à terroriser? C'est leur but, ils terroriser. Bon, et il y a des opinions qui sont plus ou moins terrorisables. Et finalement, très peu de gens, animés par une espèce de haine fanatique, peuvent avoir un effet démultiplicateur extraordinaire à travers les médias modernes et créer des sentiments de panique ou d'angoisse qui en même entraînent des conséquences politiques. Ça fait partie du tableau. Rappelez-vous comment l'administration américaine de W. Bush avait essayé de tout organiser complètement sa lecture du monde à travers cette seule question. Ça n'a pas bien marché parce que tous les peuples du monde ont d'autres soucis en réalité. Donc pendant 3 semaines après un attentat, ils sont focalisés là-dessus. Après, ça se recompose autrement. Ça ne peut pas marcher durablement. Les terroristes ne peuvent pas gagner. Fondamentalement, ils ne gagneront pas. Ils perdront, c'est évident. Les sociétés ne sont pas renversables. Les démocraties ne sont pas renversables. Leurs pratiques sont tellement haïssables qu'à peu près partout se créera des réactions. Mais personne ne sait si ce temps pour les contenir, réagir et éradiquer cette pratique va durer 5 ans ou 25 ans. On ne sait pas. Donc ça change beaucoup de choses dans l'analyse du monde, et ça fait partie du tableau général. Sur l'islam, pas ici, tout le monde est plus compétent que moi, mais il est évident qu'il y a un immense bras de fer au sein de l'islam entre une toute petite minorité, je parle pas des terroristes, je parle d'autre chose là, toute petite minorité fondamentaliste, une toute petite minorité très moderniste, pour essayer d'influencer l'immense masse normale. Bon, donc l'issue de ça, ça peut être assez long. Là aussi, je pense que la modernité finira par l'emporter. Mais je ne peux pas le prouver, puis de toute façon, je n'ai pas de calendrier. Donc c'est un tableau que je crois honnête, que je crois franchement lucide, et qui s'impose à nous tous. Sauf que, comment réagir par rapport à tout ça? Ce n'est pas la même chose si vous êtes un pays européen ou si vous êtes, par exemple, le Maroc. Parce que quand la France se dit « comment je vais réagir à ça ?» D'abord, la France a un problème conjoncturel qui est
elle n'arrive pas, pour 36 raisons, à faire suffisamment les réformes que à peu près tous les pays développés ont fait, qui consistent en gros à réduire le coût devenu extravagant de la protection sociale, tout en gardant l'essentiel. C'est fondamental, puisque personne ne veut revenir dans un monde à la Zola ou à la Dickens, naturellement. Comment le faire de façon à aboutir à un assainissement des finances publiques et donc à une pression fiscale qui ne soit pas totalement paralysante. Bon, à peu près tous les pays d'Europe du Nord, mais aussi le Canada, ce qui montre bien que ce n'est pas lié à l'euro, ce n'est pas lié à la Commission, ce n'est pas lié à Mme Merkel, c'est lié à l'ensemble de ces pays-là par rapport à ça. Donc la France a ce problème-là, mais ce n'est pas le sujet principal, je n'insiste pas, je suis tout à fait favorable à ces réformes-là. Je pense qu'il faut les faire, qu'on peut les faire et qu'on se redressera très 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 vite après, parce que la France garde un potentiel tout à fait considérable. Mais ce n'est pas le sujet principal. Ce que je veux dire, c'est que face à ce monde, pour nous, la France, on se demande sur chaque point si on va agir au niveau français, donc franco-marocain par exemple, ou est-ce qu'on va agir à un niveau européen, mais lequel? Est-ce que le niveau pertinent, c'est celui de la zone euro? Ou est-ce que c'est celui de l'Union générale? Et ça peut jouer sur la relation France-Maroc, par exemple, ça. Ou est-ce qu'on est dans un domaine de sécurité où on va essayer d'agir au sein de l'Alliance Atlantique, qu'on n'avait jamais quitté? De Gaulle n'avait pas quitté l'Alliance, il était sorti des organes militaires intégrés. Et à tort ou à raison, Nicolas Sarkozy a fait revenir la France. Bon, en tout cas, c'est un fait acquis maintenant. Il y a certains cas où il faudra agir plutôt avec ce levier-là. Est-ce qu'il faudra jouer du hard power? Par exemple, quand il se crée un réduit terroriste dangereux au Mali, dangereux pour le Mali, dangereux pour les pays arabes voisins, dangereux pour les pays africains voisins, que le Conseil de sécurité, même la Chine et la Russie, disent il faut que quelqu'un y aille. Oui, on vote un texte chapitre 7, et qu'on se tourne en disant qui peut y aller? Personne. Personne ne peut y aller. L'Union africaine parle d'une force d'action rapide depuis 15 ans, mais elle n'est toujours pas là, en fait. Bon. Donc la France y va. C'est un élément important pour la France d'action et respecté à travers ça, même si elle a des difficultés économiques en ce moment. Donc ça, c'est une action typiquement nationale. C'est pas unilatéral parce que c'est décidé avec les autres. Mais vous voyez qu'on a toute une série de leviers d'intervention et de registres. Du point de vue du Maroc, me semble-t-il, vous n'avez pas ces problèmes-là. Vous avez d'autres problèmes, mais pas ceux-là, en fait. Donc vous n'avez pas à vous demander à quel niveau agit-on. Si l'histoire avait été différente et qu'il se soit constitué une sorte d'union du Maghreb arabe, qui, à mon avis, ressurgira un jour, mais ça ne s'est pas produit, c'est l'histoire, c'est comme ça. Vous auriez à vous demander sans arrêt, est-ce qu'on agit en tant que Maroc, ou est-ce qu'on agit en tant que Maghreb? Et ça changerait les choses. Dans certains cas, ce serait plutôt un avantage, par exemple, pour négocier avec Bruxelles et pour contenir une sorte de paternalisme parfois malvenu des institutions européennes. Dans d'autres cas, ce serait une contrainte un peu. Bon, mais vous n'avez pas cette question. Donc le Maroc est plus libre dans cette détermination, dans l'élaboration de sa politique par rapport à la France, par rapport à l'Espagne, l'Italie, par rapport à l'Europe en tant que telle, par rapport au monde arabe, par rapport à l'Afrique, puisque vous êtes à un endroit stratégique. Et la politique africaine tout à fait spectaculaire développée par le Maroc ces dernières années, par le pays en tant que tel, les entreprises, les banques, tout ça, enfin, la compagnie aérienne, ce sont des décisions marocaines. Vous n'avez pas eu à vous concerter avec tout le monde pour savoir ce qu'il fallait faire. Bon. Donc, il y a des domaines dans lesquels c'est plus facile pour le Maroc, en fait, que pour la France, par rapport à ce monde-là. L'élément commun, c'est que si je ne me trompe pas dans cette analyse un peu rude, mais que je crois exacte, c'est que nous n'avons pas à attendre grand-chose, les uns et les autres, d'entités globales un peu fumeuses. Il n'y aura jamais de président global du peuple global, donc n'attendons pas des choses comme ça, et qu'il faut compter sur nos propres forces, en réalité. Ça, c'est un élément commun. Et après, donc, on va se servir de plusieurs leviers. On n'a pas tous les mêmes éléments, même les éléments d'influence. Une fois que j'ai dit ça, je crois qu'il faut y ajouter quand même le fait que nous avons en Europe, et nous Français en particulier, une sorte de révision presque mentale à faire, et intellectuelle, qui est liée au fait que nous avons estimé historiquement avoir un rôle particulier à remplir.
une sorte de vocation universelle, qui était d'ailleurs tout à fait spéciale, puisque la définition de l'universalisme par les intellectuels français, c'était la projection des idées françaises sur l'univers. Je cite dans mon petit livre récent une phrase du philosophe Roger-Paul Droit, qui dit « La France est un pays qui adore donner des leçons au monde entier, mais qui ne veut en recevoir de personne. » Donc, unilatéralisme, on se projette. Quand le monde change et que l'univers tout entier se projette sur nous, ses idées, ses hommes, son argent, tout ça, il y a quelque chose qui entraîne un malaise qu'on constate dans l'opinion française actuelle, qui est pessimiste à l'excès. Donc c'est une position particulière. Donc du point de vue des Français, tout l'effort, il faut dire, bon, le monde est ce qu'il est, on reste un pays tout à fait important, mais on n'est pas, c'est pas nous qui déterminons l'orientation générale. D'ailleurs, plus personne ne détermine l'orientation générale, il n'y en a plus, même les États-Unis. Donc c'est une sorte d'effort de réalisme, je ne vais pas dire de modestie, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais un effort en tout cas pour voir le monde tel qu'il est. Et je pense que là, mon pays que j'adore, moi je suis français par toutes mes fibres, en dépit de la greffe marocaine, je pense que c'est un pays chimérique, souvent. Donc, et je ne crois pas que vous ayez ce problème, en fait. Le Maroc a ses propres mythes, naturellement. Les pays arabes en général, mais chaque pays particulier, ont énormément de mythes aussi, mais ce n'est pas les mêmes, en fait. Ce n'est pas les mêmes, et l'effort de réalisme dont on a absolument besoin passe par des cheminements intellectuels différents et philosophiques. Donc on en arrive à un tableau dans lequel il n'y a pas tellement d'illusions, de visions chimériques, mais il peut y avoir de très grandes ambitions. Ne croyez pas en m'écoutant que le résultat c'est on ne peut rien faire, quoi. Soit on est désespéré, on ne peut rien faire. Je suis d'une autre école, moi. Je suis d'une école qui pense que si on veut agir avec ambition, il faut commencer par un constat réaliste. D'abord, intellectuellement, c'est plus honnête. C'est un constat réaliste. Et avant même le pragmatisme, Ali, qui est une méthode d'action, en fait, il y a à quelle école on se rattache. Moi, je suis de l'école réaliste. Et je crois que l'irréalisme est dangereux. J'ai même tenté de lancer un mot, mais celui-là a moins bien marché qu'Hyperpuissance, qui est le mot de l'irréal politique. En général, on condamne la réal politique comme si c'était l'enfer et l'abomination. Et moi, il me semble historiquement que la réal politique, parfois un peu brutale, a fait couler moins de sang que les illusions dangereuses. Donc je combats l'irréal politique. Je suis pour la lucidité, je suis pour le réalisme. Ça n'empêche pas d'être très ambitieux. Par exemple, l'affaire du Proche-Orient paraît complètement bloquée, mais moi, j'ai toujours pensé, j'ai consacré énormément de temps dans toute mon action publique, politique, et encore maintenant en parlant, en écrivant. Je pense qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut absolument arriver un jour à ce que ces questions soient réglées. Et ça peut faire rêver. Ce qui peut faire rêver, c'est les conséquences de cette solution si on la trouve de façon réaliste. Ça peut faire rêver parce que ça change en partie la face du monde. Donc ne voyez aucun renoncement dans ce que je raconte. Au contraire. Moi, je plaide, je préconise pour que chaque peuple dans le monde se sente à l'aise dans la mondialisation qui nous a été imposée. Après tout, les peuples n'ont pas demandé à l'être. Il y a eu des mondialisateurs et des mondialisés. La plupart des peuples ont été mondialisés, bien sûr. Mais après, on peut pas complètement revenir en arrière. On peut corriger, on peut encadrer, on peut re-réguler. Par exemple, en matière financière, tout ce qui s'est passé sous l'influence de l'école de Chicago, puis Thatcher, puis Reagan, puis la suite, et qui a consisté à faire en sorte que l'économie globale de marché qui se répandait, ce qui était plutôt une bonne chose, au même moment, ce n'était pas fatal qu'il y ait les deux en même temps, au même moment a été déréglementée, ultra-financiarisée, jusqu'à aboutir à une sorte d'économie casino, qui a conduit à la crise de 2008 par rapport à ça. Donc, toutes les formes de re-réglementation est très important, de régulation, comme on dit, et de re-régulation par rapport à ça. C'est important, c'est atteignable, c'est réaliste. Donc, on peut combiner ce que j'ai dit avec des objectifs réels. En matière européenne, je pense qu'on pourrait remettre en marche la construction européenne de façon consensuelle si les élites renoncent à raconter qu'elles vont éradiquer les États-nations, ce qui n'arrivera jamais, si elles reviennent à la formule de Jacques Delors, fédération d'États-nations, qui fait que c'est une fédération mais qu'on respectera les États-nations, et si les élites arrêtent de mépriser l'attachement normal des gens à leur patrie, leur identité.
c'est surmontable, me semble-t-il. Il faut passer par une phase initiale d'un diagnostic clair et net. En ce qui concerne le Maroc, là aussi, bon, je parle avec précaution, mais en ce qui concerne le Maroc, je suis frappé, moi, par le fait que vous avez plusieurs cordes à votre arc, quand même, et que vous pouvez jouer la carte européenne, la carte soit des grands pays européens, soit de l'Union. Vous avez un problème avec le Parlement européen qui est rempli de gens qui sont toujours contents de vous taper dessus, mais bon, ça peut se traiter aussi. Que vous avez une dimension arabe, même si la question maghrébine reste malheureusement bloquée, et que vous avez cette dimension africaine dont j'ai parlé. Donc vous n'êtes pas n'importe quel pays de la rive sud de la Méditerranée, vous n'êtes pas n'importe quel pays arabe. Il y a peu de pays qui peuvent jouer sur autant de cartes en même temps. Ayant raconté tout ça, ayant fait ce tableau de l'instabilité stratégique globale, à mon avis, durable, ayant souhaité qu'il y ait une reprise en main des formes extrêmes de la mondialisation à travers la régulation dont j'ai parlé, il me semble que nous avons des rôles complémentaires à jouer, pas du tout pour des raisons sentimentales, pas uniquement à cause d'une relation qui a été objectivement exceptionnelle depuis l'indépendance, avant aussi d'une autre façon, mais en tout cas depuis l'indépendance, c'est exceptionnel. Il me semble que si on croise les différents éléments, il est évident que pour le Maroc, c'est infiniment mieux s'il y a une relation forte, solide, confiante, constructive avec la France, et il me semble que pour la France, c'est la même chose, dans l'autre sens. Et que ce serait tout à fait désolant que cet immense avantage soit perdu. Mais je l'ai dit tout à l'heure au début, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il y aura forcément un dépassement. Simplement, il faut le réinventer, il faut le réadapter, comme ça a été fait après l'indépendance du Maroc, justement. Il y a une réinvention géniale, en réalité, de la relation, à ce moment-là. Donc je crois que c'est ce que nous devons faire. Chacun devant être conscient des contraintes de l'autre et être conscient du fait que ce n'est pas un tête-à-tête exclusif. On ne peut pas enfermer la relation franco-marocaine comme si pour la France il n'y avait que ça et que le Maroc il n'y avait que ça. Ce n'est pas vrai non plus. C'est même vrai dans la relation franco-allemande, donc je peux le dire sur d'autres sujets. Donc il faut admettre tout ça, en réalité, et se projeter dans la suite. Et nous aurons beaucoup besoin, et je vais m'arrêter pour qu'on ait un échange, nous aurons beaucoup besoin que la nouvelle intelligence de ce monde dont j'ai parlé, très compétitif, très concurrentiel, très instable, soit élaborée mentalement. Tu as parlé de l'altérité, c'est absolument déterminant pour penser la suite de ce monde. Moi, j'ai énormément appris, il y a l'héritage marocain, mais j'ai énormément appris en discutant depuis des dizaines d'années avec des intellectuels chinois, singapouriens, brésiliens, nigérians, etc. Vous en avez besoin aussi, en fait. Et le Maroc a besoin d'avoir cet échange intellectuel, pas qu'avec des Français, ce qui est la réaction habituelle, normale, compte tenu des milliers et des milliers de liens étroits, en fait, mais avec d'autres Arabes complètement différents, avec des Africains qui ont une vision différente, et qui, à la limite, peuvent souhaiter développer la relation avec le Maroc, mais peut-être d'une façon que ce que vous-même vous faites. Bon, il faut que vous-même soyez ouverts à cette souplesse, à cet exercice. Voilà, chers amis, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais être trop long. Il faut laisser un petit peu de temps pour un échange. Est-ce qu'on a encore le temps d'un échange? Un petit peu? Oui? D'accord. On aura quelques questions, il est tard. M. Evry a un engagement ailleurs. Voilà. Quelques questions, s'il vous plaît. Peut-être, je ne sais pas, 4-5 à la suite, je réponds en bloc, non? M. Evry prendra 5 à 4 questions à la suite. Il répondra en bloc. Merci M. Lebrun pour cet exposé extrêmement intelligent. Je voulais vous poser, vous avez parlé de votre intérêt pour la question palestinienne, puisque c'est ça qu'elle s'appelle. Et vous avez tracé dans différentes perspectives quelques avenues sur les grands problèmes financiers, les relations entre le Maroc et la France, l'Europe, etc.
et vous n'allez pas dire grand-chose sur un sujet qui est extrêmement brûlant, après Gaza. Je ne peux pas dire après Jérusalem parce que ça ne fait que commencer. Et après la nouvelle qu'on apprend, un projet de loi qui va officialiser l'apartheid en Palestine, puisqu'il va ostraciser la population non juive de la Palestine. Et dans une telle situation, comment vous voyez l'avenir de la question? Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Je remercie M. Védrine pour son intervention. Ma question est la suivante. Attendez, je ne vois pas la personne qui parle. Là. Oui, c'est ici. Ah, pardon, excusez-moi. Ok. Voilà. J'ai des chaussures. Voilà, excusez-moi. Bon, rapidement, je suis Kourouma Oumar, je suis doctorant en histoire du droit international à la faculté de droit de Tanger. Donc, à la lumière de votre intervention, on sent qu'il y a une grande difficulté aujourd'hui, disons, des théories classiques des relations internationales, d'aborder, disons, de nous apporter quelques réponses ou d'analyser, disons, l'évolution actuelle des relations internationales. Vous l'avez signalé, il y a cette complexité donc qui est là. Aujourd'hui, on assiste avec Edgar Morin, disons, à ce qu'on pourrait appeler une sorte de révolution paradigmatique, donc qui essaye de nous proposer, disons, une nouvelle façon d'appréhender, disons, les questions du monde aujourd'hui. Donc, selon vous, n'est-ce pas là, disons, une piste qui pourrait avoir, disons, une répercussion positive sur l'avenir des relations internationales? Merci. Bonsoir. Merci encore une fois pour cet exposé. C'était vraiment très intéressant et très bien fait. Moi, j'ai une question. Vous avez évoqué très brièvement l'aspect de ma question, mais effectivement, on n'a pas vu l'émergence d'une communauté internationale ou même d'un organisme qui pourrait effectivement avoir un pouvoir d'action sur toute la planète. Mais cette vingtaine d'années, on a vu clairement l'émergence d'une citoyenneté internationale. C'est-à-dire que nous tous, moi, je suis citoyen du monde et je me sentirais beaucoup plus proche, moi, du peuple syrien ou du peuple palestinien, par exemple, qu'un Américain avec un Allemand de l'Europe de l'Est pendant la guerre froide. Face justement à l'émergence de cette citoyenneté internationale, où grâce à nos smartphones, comme vous l'avez montré, notre technologie, nos capacités technologiques, on a créé une véritable citoyenneté du monde, où tout un peuple juge de toutes les actions partout dans le monde. Comment justement les organismes internationaux comme l'ONU, l'OTAN et j'en passe, de tout genre, d'organismes de tout genre, comment ils réagissent à ça et quel est le pouvoir d'action de ces gouvernements qui sont par nature étatiques ou de rassemblement de pays, comment ils peuvent avoir une véritable réponse pour une citoyenneté internationale? Bonsoir, je suis un Français amoureux du Maroc, au point d'être venu m'y installer. J'avais une petite question. Où est-ce que vous êtes? Votre avis sur la publication du rapport interne du FMI par le ministère des Temps, et qui indique qu'en fait le FMI s'est trompé en 2008 sur le poids des réformes appliquées pour l'ensemble des pays dans le monde entier, pour une raison très simple. Ils ont appliqué le modèle américain, en sous-estimant tout ce qu'ils appellent les facteurs multiplicateurs, en disant qu'un État, un gouvernement qui dépense 1 euro ou 1 dirham dans les secteurs de santé, d'éducation, peut rapporter 8 euros ou 8 dirhams en temps normal, en période de crise, en rapporte 10. Et l'erreur vient venant tout simplement, en faisant un résumé, d'avoir appliqué tout le modèle économique américain à tout le monde entier. Voilà. Encore une question? Bonsoir. Face au chaos stratégique que connaît ce monde apolaire que vous avez mentionné dans votre brillante et édifiante intervention,
et devant l'érosion et les mutations du concept de souveraineté, je voudrais me référer à certains problèmes environnementaux, tels l'effet de serre, les changements climatiques, l'élargissement du trou de la couche d'ozone, le problème des pluies acides et de la déforestation, la dégradation des terres cultivables ou arables et leurs conséquences sur la sécurité alimentaire mondiale, la pollution transfrontière, le stress hydrique, la réduction des ressources halieutiques, etc., et sans diminuer l'importance des menaces terroristes ou sécuritaires que connaît le monde, je voudrais savoir, Monsieur Védrine, dans quelle mesure, selon vous, ces problèmes qui menacent la sécurité existentielle des êtres humains, comment ces problèmes peuvent-ils contribuer à donner corps à une véritable communauté internationale aujourd'hui? Je vous remercie. Je vais répondre. Ah, si vous voulez, oui. Bonjour Monsieur Védrine. Oui, allez-y, allez-y. Allez-y, monsieur. Bonjour Monsieur Védrine, alors merci pour la conférence. Et voilà, je suis lycéen dans un lycée français. Et ma question serait, pensez-vous qu'une intensification des relations internationales et une certaine globalisation des instances de décision peuvent-elles nuire à la souveraineté du peuple? Et aussi, ma seconde question serait, est-ce que tout comme la gouvernance économique, n'y a-t-il pas possibilité d'assainir les relations entre les États en moralisant ces relations? Merci beaucoup. Bon. Tout le monde. Écoutez-moi pour que je tente de répondre. Sur la dernière question, tout le monde serait très content si tous les États du monde étaient démocratiques, respectaient les droits de leur population, coopéraient de façon intelligente sans avoir recours à la force ni au chantage, et puis règlent ensemble les problèmes collectifs, tout en continuant à être responsables chez eux de ce qui n'est pas forcément collectif. Bon, mais ça, c'est le monde idéal. Donc j'ai au moins 2 questions sur les 5 qui se rattachent à l'idée d'un monde idéal. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est une ambition, d'objectif, quelque chose à quoi on peut rêver, on peut souhaiter accéder. La question, c'est comment on passe du monde actuel à ce monde-là. C'est comme pour la citoyenneté. Étant donné qu'il n'y a pas de pouvoir qui domine le monde, il y en a eu dans l'histoire du monde quand c'était des empires, mais ce n'est pas ça que veulent les gens, et ce n'est pas ça qui est derrière les questions qui me sont posées sur l'assainissement des relations internationales ou la citoyenneté. Sinon, on est obligé de se mettre d'accord entre nous. Il n'y aura jamais de pouvoir venu de la planète Mars qui va nous dire « maintenant, vos batailles, c'est terminé, voilà comment vous allez vous organiser ». Donc il n'y a pas de raccourci, en fait. C'est comme le monde en paix, je veux dire, si le monde en paix, si on règle la question du Proche-Orient et du Moyen-Orient et Japon-Chine et l'Afrique des Grands Lacs et ceci et cela, au bout du compte, c'est une sorte d'architecture, d'échafaudage, de paix régionale qui aboutissent à faire une espèce de paix globale. Mais il n'y a pas d'entrée par le haut, en fait. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de pouvoir qui domine le monde. Ça n'existe pas. Il y a des aspirations très fortes, d'autant plus fortes que les gens sortent de l'extrême pauvreté, que ça va mieux dans tous les pays développés, c'est fort, dans les pays qui émergent et qui se développent, et dans tous les pays où il y a des classes moyennes qui se développent, les gens commencent à penser à des choses comme ça. Mais ça ne donne aucun levier. Pourquoi, par exemple, les Chinois, finalement, se résignent à prendre un engagement sur l'affaire du CO2, alors qu'ils veulent accepter aucune contrainte internationale, aucune inspection? Ce n'est pas parce qu'ils sont inquiets du climat à long terme, mais c'est parce que l'air est devenu irrespirable dans les villes chinoises. Et que dans les thèmes favoris des 700 millions d'internautes chinois, ce thème revient énormément. Donc finalement, même le parti communiste, enfin qui est plus communiste, mais le parti du pouvoir en Chine, qui est plus une dictature, mais enfin c'est quand même un système autoritaire, dur, etc., il est obligé de tenir compte d'une sorte d'opinion. Ce n'est pas venu de l'extérieur.
ça vient de l'intérieur. C'est comme l'ingérence. L'ingérence des pays occidentaux pour imposer la démocratie chez les autres, toutes les thèses qui ont été très populaires en France pendant une vingtaine d'années, à mon avis, c'est terminé. Ça ne marche plus. Ce n'est plus accepté nulle part. De toute façon, le Conseil de sécurité ne suit pas. Et les opinions occidentales elles-mêmes, un peu fatiguées de trop d'interventions qui ont mal tourné, pas toutes, mais beaucoup, ne suivent pas. Donc il n'y a pas de... Je dis ça aux deux personnes qui m'ont posé la question de globalisation, assainissement et citoyenneté. C'est un cheminement interne. Et on arrivera à une citoyenneté internationale, peut-être, un jour où les gens se sentiront à l'aise là où ils sont, ce qu'ils sont, mais pas à la place. On ne va pas faire un monde de plusieurs milliards de personnes qui sont que globales. Ça n'existera jamais. Citoyen du monde, il peut y avoir une personne sur 10 millions qui est un idéaliste qui pense comme ça, en fait. Donc on est obligé de régler les problèmes les uns après les autres. C'est une construction. Vous voyez ? Alors, je prends d'autres questions. Sur la Palestine. La Palestine, mes positions sont bien connues depuis longtemps. Moi, j'ai eu la fierté d'être auprès de François Mitterrand pendant la nuit de préparation du fameux discours à la Knesset. C'est la première fois qu'un grand chef d'État occidental parlait d'État pour les Palestiniens. Son ami, le chancelier autrichien Bruno Kreisky, l'avait beaucoup encouragé, mais étant juif lui-même, il n'était pas impressionnable par les protestations de la droite israélienne déjà réunies sous le leadership de Begin. Donc j'ai vécu ça et j'ai été inspiré par ça et j'ai toujours pensé que c'était non seulement une injustice, l'absence d'État pour les Palestiniens, mais une imbécilité stratégique totale de la part de l'Occident et que par conséquent il fallait arriver un jour. Mais vous devez connaître comme moi les mécanismes. Dans le monde actuel, personne n'est capable de faire plier le Likoud, même si l'opinion publique israélienne est en majorité ouverte à l'idée d'un État palestinien. L'opinion est beaucoup plus ouverte que le parti. Le système de représentation proportionnelle intégrale aboutit à élire à la Knesset des partis qui n'ont pas la majorité pour gouverner, qui sont obligés de s'allier avec des partis extrémistes nationalistes ou religieux. Et même dans l'hypothèse aujourd'hui où Netanyahou voudrait faire la paix, ce n'est pas son but, il n'est pas élu pour ça en fait. Et il ne pourrait pas, sa coalition serait désintégrée. Donc il faut revenir à ça. Qui dans le monde actuel peut limiter, enfin neutraliser le lobby des colons, faire en sorte que l'influence du Likoud soit moins forte qu'elle n'est sur le Congrès des États-Unis, faire en sorte qu'un président des États-Unis puisse aller contre ça et imposer une solution que tout le monde connaît. Donc on est obligé de revenir à ces mécanismes qui ne relèvent pas malheureusement du droit international puisque personne n'est en mesure de faire pression sur les Israéliens. Les pays arabes sont manifestement complètement impuissants. Ils ont fait des tas de propositions, des plans de paix tout à fait bien il y a longtemps, et en pratique, il n'y a pas de pression qui fonctionne. Donc il y a une situation tout à fait verrouillée. Il y a eu des occasions historiques manquées. Yitzhak Rabin, le plus grand homme d'État d'Israël des 30 ou 40 dernières années. Ceux qui l'ont fait assassiner n'ont pas raté leur coup, malheureusement. Et après, il n'y a eu quasiment aucune occasion manquée, sauf à la fin du deuxième mandat de Clinton. J'étais mêlé étroitement à cette tentative qui a échoué, Camp David. Ce qui s'est dit d'ailleurs à Tabar en janvier 2001, c'est ce qui était le plus loin dans la mise au point d'un accord viable pour tout le monde, mais Bush était déjà élu, le fils, et puis Barack allait être balayé par Sharon. Enfin, tout ça était hors sol, était surréaliste. Je pense qu'il y a une autre occasion manquée, malheureusement, concernant Sharon, que j'ai bien connu. Sharon, qui était un nationaliste extrêmement dur, mais qui avait commencé à comprendre, sans aller aussi loin, un peu comme Rabin. Et moi, je pense s'il n'avait pas été frappé par une attaque, je pense qu'il aurait été quasiment jusqu'à la conclusion. Mais il faut bien se rappeler à propos de Sharon qu'il a quitté Gaza. Certains ont dit que c'était par cynisme et calcul. On quitte Gaza, on crée un désordre monstrueux, ça montre qu'il ne faut pas quitter la Cisjordanie. Mais je me rappelle d'un autre élément beaucoup plus important, c'est qu'il avait quitté le Likoud. Parce qu'il avait conclu, il l'avait dit d'ailleurs, qu'on ne peut pas faire la paix avec le Likoud. Ce n'est pas la fonction du Likoud. Les gens qui votent pour le Likoud en Israël, c'est pour empêcher ça, en fait. Et c'est pour que la colonisation puisse continuer impunément. Bon, malgré tout ça, je pense que compte tenu de, disons, la perte de prestige d'Israël dans le monde, du fait que les Israéliens ont de plus en plus de mal à tuer dans l'œuf les critiques,
avec les accusations classiques. Je pense que le temps ne travaille pas du tout pour les Israéliens et qu'à un moment ou à un autre, ce fameux camp de la paix qui est formidable, majoritaire mais virtuel, c'est des ONG, des journaux, des personnalités, des anciens chefs tous les anciens chefs des services israéliens sont pour l'État palestinien. Non. Anciens chefs d'état-major, etc. Donc je pense qu'à un moment donné, cet ensemble-là va prendre corps politiquement. Mais ils n'y arriveront pas tout seuls. Donc il faut une conjonction entre un président des États-Unis déterminé et une réponse du côté israélien. Car pour moi, la question n'est pas israélo-palestinienne. Les Palestiniens ont déjà donné tout ce qu'ils pouvaient, les malheureux, et puis bon, ils sont divisés, etc. Donc c'est israélo-israélien, israélo-américain. La phase israélo-palestinienne est très brève, tout le monde sait ce qu'il faut mettre dans l'accord, à peu près. Et après, il y aura plusieurs années compliquées pour gérer, disons, le désordre palestinien qui s'en suivra, parce qu'il y a une partie de Palestiniens qui n'accepteront pas l'accord, qui ne sera pas assez bon à leurs yeux. Et il faut gérer ça, pour le coup, sur un plan international, jusqu'à ce qu'un gamin de Gaza, dont plusieurs frères ou cousins ont été éliminés par l'armée israélienne, finisse par se dire qu'il vaut mieux ouvrir une pizzeria que d'aller se faire exploser. Donc ça prend quelques années, après. Quelques années, dès lors qu'il y a une perspective de développement, une perspective commune. Le jour, je crois qu'on y arrivera. Je crois qu'on y arrivera. Je ne crois pas du tout que ce soit fichu éternellement. Je ne crois pas du tout que la colonisation soit un élément... elle est totalement choquante, hein, mais je ne crois pas du tout que ce soit un élément irréversible. Et donc, il ne faut pas lâcher là-dessus. Donc moi, je suis tout à fait favorable à ce que des partis, que des parlements européens votent des résolutions demandant à leur gouvernement de reconnaître l'État palestinien. Non pas que ça puisse entraîner un miracle quelconque, bien sûr, ça ne change rien du jour au lendemain, mais parce que ça finira par donner des arguments importants à ce que j'appelle le camp de la paix, mais ça peut être aussi un des autres partis israéliens qui finit par se réveiller et qui réagit de façon courageuse. Voilà pour la Palestine. Quelqu'un a cité Edgar Morin, il faut que j'aille quand même plus vite là. Edgar Morin, oui, il nous a apporté une idée formidable, c'est l'idée de la complexité. C'est le théoricien de la complexité. Vous voyez que je suis très imprégné d'Edgar Morin, parce que j'ai passé toute une intervention à vous expliquer la complexité du monde contre les schémas d'explication trop simples. Mais une fois qu'on a bien compris la complexité, demeure la question, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ben ça, c'est un autre registre que la pensée de Morin, qui est remarquable. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on retombe dans ce que j'ai esquissé sur France-Maroc, mais on aurait pu se dire que fait le Japon, que va faire le Brésil. Chaque pays a sa propre réponse, et à plusieurs niveaux, plusieurs leviers. Il faut faire du sur-mesure. Après, en ce qui concerne le FMI, il y a une lutte permanente au sein du FMI entre, disons, les libéraux, les ultralibéraux, les keynésiens intégraux, les keynésiens modérés, tout ça. Bon. Donc périodiquement, il y a un rapport qui dit que les autres se sont complètement trompés. Mais il y a un point que je voudrais reprendre, qui est que le FMI n'a pas demandé au monde, après 2008, d'appliquer le modèle américain, parce que l'Amérique n'a jamais appliqué ce modèle, en fait. Donc c'est un modèle, disons, de réduction des dépenses publiques, que moi je trouve justifié jusqu'à un certain point quand on est vraiment dans l'excès, comme c'est le cas de la France, dont les dépenses publiques sont 10 points au-dessus de la moyenne de la zone euro. Donc là, je pense qu'on peut corriger sans abandonner le système et au contraire en le sauvant. Mais en tout cas, les Américains ne font pas ça. Leur déficit est beaucoup plus grand que celui des autres. Mais ils sont encore en impunité économique et monétaire, compte tenu du rôle de la... Je terminerai par la remarque sur l'environnement. Et alors là, vous me coupez l'herbe sous le pied, parce que j'avais un peu l'intention de conclure avec un thème qu'on trouve dans votre question, c'est que, autant je crois que les Occidentaux ne sont plus en mesure, après le grand reflux historique, d'imposer au monde entier une communauté internationale uniquement basée sur leur définition des valeurs universelles. On a essayé pendant l'époque coloniale, on a essayé après, en regardant l'ingérence, c'est une façon de reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Je crois qu'il y a énormément de valeurs universelles dans les valeurs occidentales, naturellement, l'esprit des Lumières. Mais les peuples n'acceptent plus qu'on leur impose de l'extérieur. Donc je ne crois pas qu'on va arriver, même si les Occidentaux sont furieux, veulent sanctionner les 3/4 du monde entier, posent des conditions féroces, etc. Je crois que ça ne marche pas. Ça ne marche pas et que les Occidentaux, dont je fais partie, les Européens, ils ont un rendez-vous devant nous
avec l'ensemble des autres peuples et cultures du monde pour faire ce que nous avions cru avoir déjà fait avec la Charte des Nations Unies, mais qui reste à faire, en fait. Mais, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas des terrains sur lesquels on peut arriver vers un consensus mondial? Et en fait, j'en trouve un seul, c'est la question de l'écologie. Et pas que le climat, je l'ai dit tout à l'heure rapidement. J'ai fait un film pour Arte il y a quelques années. Les grands professeurs que j'ai consultés étaient beaucoup plus préoccupés par l'effondrement de la biodiversité que par la question climatique proprement dite, à laquelle, à la limite, on peut s'adapter. L'effondrement de la biodiversité galopante, c'est irrattrapable. Donc il y a biodiversité, il y a pénurie, il y a les nuisances liées à l'usage abusif des pesticides et certains produits chimiques. La grande revue britannique The Lancet considère qu'il y a une pandémie mondiale de pathologies liées à ça. Donc au fond, quel est le point sur lequel tous les peuples du monde sont dans le même bateau? C'est celui-là. Et là, il n'y a pas tout disons l'héritage ou l'impensé ou le contentieux colonial et post-colonial. Ça ne compte pas par rapport à ça. Et même les Chinois qui disaient depuis des années l'effet de serre, c'est de votre faute, vous les Britanniques, vous avez lancé la révolution industrielle et tout le CO2 accumulé, c'est vous au 19e siècle, 18e, c'est pas nous. Bon. Même les Chinois ne peuvent plus tenir sur cette position qui est intenable par rapport au peuple chinois. Donc je me demande si ce n'est pas sur cette base, mais il faut un peu approfondir cette question, qu'on pourrait réélaborer une sorte de consensus mondial sur une idée très simple, c'est que la Terre doit rester habitable pour l'espèce humaine, c'est aussi simple que ça. Et je pensais ça il y a quelques jours à Toronto, où il y avait un colloque sur les relations internationales, avec des durs à cuire, genre ancien chef d'état-major américain, ancien chef de la CIA, tout ça. Bon. Et cette séance était ouverte par une prière aborigène. C'était dans le programme, hein. Prière aborigène. Alors il y a un Indien du Canada qui ressemblait à une sorte de Japonais qui arrive et qui dit je suis là pour bénir vos travaux, bon, très bien. Vous êtes les bienvenus. Au nom du grand esprit, je vous souhaite la bienvenue, que vous veniez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et nous devons rechercher une grande communion entre nous, harmonisation, sans oublier. Alors jusque-là, ça pourrait être un discours du secrétaire général des Nations Unies, mais il enchaîne en disant sans oublier nos frères les poissons, sans oublier nos frères les oiseaux, sans oublier nos frères les animaux. Et à ce moment-là, comme je suis assez passionné par les histoires de paléontologie, je me suis dit, mais au fond, la religion de l'humanité, avant qu'il y ait les fameuses religions révélées, je n'oppose pas les deux, mais la religion de l'humanité, quasiment depuis qu'il y a eu des Homo sapiens, donc c'est au moins 100 000 ans en fait, c'était des religions d'harmonie et d'insertion avec la nature. Les religions révélées, c'est des religions où on nous apprend qu'on va dompter la nature, on va la vaincre par rapport à ça. Et moi, il me semble qu'il y a des peuples dans le monde qui ont gardé, le bouddhisme c'est encore autre chose, qui ont gardé une espèce de sagesse immémoriale, et que d'une façon ou d'une autre, dans le même bateau, sur les grandes questions écologiques que j'ai citées, on va peut-être être amené à inventer collectivement une sorte de règle de vie commune, dans la maison commune qui est le monde. Chacun gardant sa religion, ses croyances, bien sûr. Mais il faudra simplement corriger dans les religions trop combatives sur ce point l'idée que notre but, c'est vraiment d'anéantir la nature. Je n'étais pas sûr de parler de ça aujourd'hui. Si on avait eu le temps, je vous fais écouter la prière aborigène, là. C'est une sorte de... Et alors, les gens dont j'ai parlé qui étaient là écoutent très sérieusement. Personne ne ricane. Donc c'est très sérieux, c'est des spécialistes froids, pour le coup cyniques, des relations internationales. Ils ont dit oui, il a peut-être raison quand même. Bon, voyez. Donc même si la communauté internationale définie de façon philosophique classique paraît un peu loin à atteindre, ne négligeons pas cette nouvelle voie originale. Je crois qu'on va conclure, il est tard. Hein.